Quand je suis arrivée à Düsseldorf dans les années 50, j'ai été très impressionnée par la région de la Ruhr. À l'époque, la Ruhr était encore une région très active, avec beaucoup de hauts fourneaux, d'aciéries, de mines. Et j'étais toujours très émue de regarder défiler par la fenêtre du train ces nombreuses et étranges créatures. Nous avons fait nos premières photos ensemble vers 1958. À l'époque, nous avions un appareil 6-9 exceptionnel, un Linhof. Nous avons commencé dans les environs de Siegen, c'est-à-dire ma ville natale. Pour moi, c'était important parce que c'était un peu autobiographique. Car mes ancêtres ont quasiment tous travaillé dans l'industrie minière, soit comme mineurs, soit dans les hauts fourneaux. Ensuite, nous avons continué à photographier dans la région de la Ruhr, puis dans les régions industrielles du centre de la France. Et en 1965, nous sommes allés pour la première fois en Angleterre, principalement au sud du pays de Galles. À partir de 1972, nous sommes partis plusieurs fois aux États-Unis, dans les régions typiquement industrielles comme la Pennsylvanie. On peut dire d'une façon générale que notre sujet principal est l'industrie lourde. L'industrie lourde englobe d'abord les mines de charbon, la sidérurgie et l'industrie calcaire. Dans ces usines, nous avons d'abord choisi les bâtiments qui sont fortement marqués par leur forme. Il s'agit des tours d'extraction, des hauts fourneaux et des fours calcaires. Mais il existe aussi d'autres bâtiments. Ce sont par exemple les tours de réfrigération, les châteaux d'eau ou les récupérateurs de chaleur. Autrement dit, des objets qui suivent un véritable fil conducteur dans l'évolution historique, qu'on peut comparer et qui ne sont pas des apparitions du hasard. Pour nous, il s'agissait à l'époque de pouvoir emporter ces objets. Je vais les appeler des choses puisque nous ne pouvions pas les emporter dans leur forme originale. Mais en les photographiant, nous avons réduit ces choses et les avons transformées en images. Car nous étions persuadés que d'une manière très particulière, elles étaient des témoins de leur époque, par leur architecture, et que cette architecture était complètement liée à l'économie, ou plutôt à la pensée de l'économie industrielle. Et puis est arrivé le moment où je me suis rendu compte que ces objets allaient disparaître. Or, je pensais qu'il s'agissait d'une architecture qui avait la même importance que celle des carrières datant du Moyen-Âge, qui nous ont transmis la manière de penser d'autrefois. La multiplicité des prises de vue que nous avons collectionnées, tout d'abord par fascination ou sentimentalité, il fallait bien y mettre de l'ordre. Ce classement, nous l'avons fait après coup, en ayant fait la connaissance de ces objets. Nous avons d'abord défini les formes de base. Mais au fil du temps, nous avons appris que ces formes de base comprenaient des variétés et des sous-espèces.
Alors nous avons pris la décision de poser les photos les unes à côté des autres et de faire des typologies, comme nous les appelons. Et la variété des formes nous a pratiquement conduit à faire ressortir clairement ces petites différences en classant les photographies par groupe. Je veux dire des groupes de 9, 12 ou 15, ce qui aboutit à une sorte d'harmonie. Dans chaque typologie, il existe une correspondance entre chaque objet. Il y a une correspondance horizontale, une correspondance verticale et une correspondance diagonale. Et quand vous regardez ces choses, ce qui est très important, c'est que le numéro 1 soit encore en relation avec, par exemple, le numéro 15, c'est-à-dire la dernière image. Le château d'eau est au fond une structure assez simple. C'est un récipient placé en hauteur. Or, c'est étonnant qu'il y ait tant de sortes de châteaux d'eau. Cela va des fûts en bois tout simples, tels qu'on les voit sur les toits des immeubles de New York, jusqu'aux ornements les plus raffinés. Malgré tout, ils ont tous la même fonction. Ils produisent une pression d'eau et ce sont des réserves en cas de pénurie. Et si maintenant nous les alignons les uns à côté des autres, ils donnent à voir, pour ainsi dire, un certain esprit du temps ou une certaine mentalité. Nous les photographions dans presque tous les cas avec un téléobjectif pour éviter les déformations. Quelquefois, nous prenons une focale très longue, jusqu'à 600 mm. Il faut donc travailler avec 2 trépieds pour éviter la moindre vibration. Cette photo-là fait partie de la série des châteaux d'eau double. Ce n'était pas si simple, il fallait faire la prise de vue en hiver. En été, les branches cachaient la partie inférieure. Nous y sommes allés plusieurs fois en voiture, je crois que c'était en 1962 ou en 1963, jusqu'à ce que nous trouvions les bonnes conditions météorologiques. Et il fallait attendre un jour de brouillard pour que l'arrière-plan disparaisse parce que nous ne voulions pas manipuler les images. De plus, ce qui nous intéressait, c'était cet ensemble de jardins ouvriers tout autour, parce que c'était très typique des châteaux d'eau, des chemins de fer. Les hauts fourneaux, nous les photographions presque exclusivement avec un grand angle, la plupart à partir des fourneaux voisins. Tandis que la partie supérieure, que nous appelons la tête, nous la photographions comme une chose séparée. Dans ce cas-là, nous travaillons également avec un téléobjectif. Les temps d'exposition sont relativement longs dans notre travail. Premièrement, en raison du grand format. On doit régler le diaphragme sur une ouverture très petite pour obtenir une grande précision sur toute la surface de l'image. Deuxièmement, parce que nous travaillons toujours, ou presque toujours, par temps couvert, donc un temps pas très clair. Quand on travaille avec un temps d'exposition long et qu'on ferme l'objectif à 32 ou à 45, alors on garde l'obturateur ouvert pendant 20 secondes.
C'est un moment très beau où l'on compte jusqu'à 20. On est très concentré et personne ne doit vous adresser la parole. Man ist sehr konzentriert und ist nicht ansprechbar. Le spectateur a peut-être l'impression que la question du cadrage n'existe pas du tout, or c'est l'inverse. Mais pour certains objets, c'est très simple. Il est cadré au milieu et on fait attention de garder un peu d'environnement, à droite et à gauche, en haut et en bas. Surtout, une chose est importante, l'horizon. Comment est-ce qu'on intègre l'horizon? Il ne devrait pas couper les 3/4 de l'objet pour ne pas en gêner l'effet. Et pourtant, concernant des objets plus complexes, le cadrage devient très important. Surtout en ce qui concerne des prises de vue avec une perspective où il faut faire attention au mouvement des lignes, de manière à ce qu'elles ne mènent pas directement dans l'angle ou qu'un objet blanc n'entre pas dans l'angle inférieur ou supérieur, ce qui perturberait littéralement le cadrage. La dimension de nos images est relativement standardisée. Au début, le format 30-40 nous convenait assez bien. Plus tard, nous avons essayé, pour des photos uniques, d'utiliser un format de 50-60, qu'on peut accrocher séparément dans un musée ou sur un grand mur, sans qu'elles ne disparaissent, parce qu'elles seraient trop petites. Pour moi, le but même de la photographie est de regarder d'une manière objective. Pourquoi est-ce que je devrais transmettre mes sentiments ou mon état d'âme à quelque chose qui s'exprime par lui-même? Bien sûr, objectivité est le contraire de subjectivité. On a du mal à les séparer l'un de l'autre. Où se termine l'un et où commence l'autre? Et objectivité ne veut pas dire, loin s'en faut, d'avoir trouvé la vérité. Cela veut dire qu'on donne à l'objet qu'on représente un droit d'intervention.